Bonus. Trax. Salut, c'est Quentin. Si vous êtes habitué du coin pop, vous m'avez peut-être déjà entendu sur certains podcasts, comme les podcasts YMCU en ce moment, ou les podcasts After Watchmen par exemple. Je tiens d'abord à remercier Manu de me faire confiance pour me laisser comme ça vous proposer tout un podcast dans lequel je serai tout seul à vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est Guigui qui m'a donné l'idée et m'a un peu motivé, mine de rien, à me lancer là-dessus grâce à son podcast Twin Peaks, qui est d'ailleurs également dispo sur Le Coin Pop. Enfin, avant de commencer, je voudrais juste remercier ma compagne aussi, qui m'a offert le livre Kaiju, Envahisseur et Apocalypse chez Aardvark Édition récemment, qui m'a permis de compléter et de peaufiner mes recherches. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un podcast, comme vous avez déjà dû le voir dans le titre avant de cliquer, sur Godzilla, le Godzilla version Toho. Je reviendrai que très peu aujourd'hui sur les films américains, parce que je pense qu'on en reparlera dans un potentiel podcast après la sortie du film Godzilla vs Kong qui sort le 31 mars 2021 là, et je pense qu'on reviendra à plusieurs cette fois sur le film après sa sortie, et je trouvais ça assez intéressant et plutôt cohérent de vous proposer aujourd'hui un podcast qui reviendrait sur l'intégralité de l'histoire du personnage de Godzilla version Toho en parallèle de la sortie de ce prochain film américain. C'est pour ça que je m'attarderai peut-être un petit peu sur le film King Kong versus Godzilla à un moment donné de l'ordre chronologique des films, parce que je pense que je vais repasser sur l'intégralité des à peu près 30 films Godzilla version Toho donc. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord définir ce qu'est un kaiju, parce que c'est un terme que je vais vraiment utiliser beaucoup tout au long du podcast. Donc un kaiju, c'est une bête étrange, en fait, une bête mystérieuse. C'est un terme japonais qui désigne des monstres géants, donc de ces films japonais qu'on appelle kaiju eiga. Cette notion de monstre japonais est différente de celle de chez les occidentaux, parce qu'en fait un kaiju c'est vraiment une force de la nature devant laquelle l'homme avec un H majuscule est impuissant en fait, c'est pas une force du mal. Je tiens à m'excuser en avance si jamais j'écorche des noms ou des mots japonais d'ailleurs avant de vraiment commencer. C'est vraiment quelque chose que je maîtrise que très peu, donc je m'en excuse par avance. Donc l'histoire de Godzilla commence, je vais commencer par la création en fait du personnage, du concept. Donc tout commence en avril 1954 lorsque le producteur Tomoyuki Tanaka, en fait inspiré par le film américain Le Monstre des Temps Perdus de 1953 de Eugène Lourier, en fait il veut lui aussi du coup d'après ce film proposer son film de monstre japonais pour le studio Toho. Donc le studio Toho, dont je vais bien évidemment énormément parler aussi, c'est l'une des plus grandes maisons de production du cinéma japonais, créée en 1932, à qui l'on doit notamment plusieurs films de Akira Kurosawa par exemple. Du coup, le projet de ce film est lancé avec un budget de 60 millions d'yens, c'est-à-dire environ 900 000 dollars à l'époque, ce qui était vraiment énorme parce que le budget moyen d'un film japonais à l'époque s'élevait seulement à 75 000 dollars. Donc vous imaginez un peu, là c'était vraiment un très 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 gros film, un très très gros budget. Et c'est donc le 3 novembre 1954 que va sortir au Japon le premier film Godzilla, également appelé Gojira là-bas, qui est vraiment un succès retentissant avec 10 millions d'entrées au Japon en un temps record, c'est vraiment du jamais vu. Et c'est vraiment le film qui va être en fait l'œuvre matricielle qui va vraiment enfanter un nouveau genre, donc le Kaiju Eiga, donc le film de monstres. En fait, le Kaiju Eiga, c'est un type de production qui, de toute façon, vous allez le voir dans mon descriptif lorsque je vais vous décrire les différents films, c'est un type de production qui obéit généralement à un schéma narratif qui se résume à peu près à, en fait,
Il y a d'abord une gigantesque créature qui surgit d'abysses insondables comme la fosse du Pacifique, les confins de la galaxie, les entrailles de la Terre, des choses comme ça. Et qui va d'abord attaquer généralement un petit groupe d'êtres humains. Souvent, il n'y a qu'un seul survivant qui va raconter la tragédie aux autorités, qui eux vont pas forcément le croire. Ils vont se dire que ça vient d'un traumatisme ou d'une croyance ancestrale ou quelque chose comme ça. Mais généralement, juste après, il y a d'autres apparitions de cette même créature qui viennent prouver son existence. Généralement, c'est à ce moment ou des films qu'il y a un scientifique qui va formuler une théorie sur laquelle la créature, en fait, aurait été libérée par la faute de l'homme, en fait, via une explosion atomique, via une expérience scientifique, la pollution, quelque chose comme ça. C'est généralement à ce moment-là que l'armée tente d'arrêter la créature qui avance vers une grande ville, une mégalopole ou des choses comme ça, en vain bien évidemment. Et une fois que cette créature arrive sur cette ville, elle va tout détruire sur son passage, jusqu'à ce que, alors ça dépend des fois, mais jusqu'à par exemple à ce qu'un cataclysme naturel ou un dispositif scientifique la fasse tout simplement disparaître. Et généralement, l'incertitude de son sort ne rassure pas les hommes sur l'avenir et souvent ils se mettent en fait, à méditer de leurs erreurs. Avec le temps, cette trame narrative va quand même subir des variations, hein. Généralement, les monstres tardent moins à révéler leur présence parce que le public connaît déjà l'existence de ces créatures, en fait, aussi bien intradiégétiquement que extradiégétiquement, parce que on en parlera après avec les différentes ères des films de kaiju et surtout Godzilla de la Toho. Mais généralement, ces films, ce sont des suites, se passent dans le même univers. Donc ces variations, il y a aussi le fait qu'on va multiplier le nombre de créatures, de monstres au sein d'un même film. Et généralement, il y a des contraintes budgétaires qui vont amener cette créature ou ces créatures à déserter les mégalopoles pour des lieux plus isolés, pour éviter de détruire en fait des maquettes qui coûtent très cher. Je pense que vous avez, même si vous n'êtes pas connaisseur, mais vous avez, je pense, en tête des images d'acteurs cascadeurs dans ces costumes de kaiju à l'ancienne, au milieu de désert où il se passe rien. On constate qu'au fil des productions, le genre gagne quand même en hétérogénéité. Les déroulés que je viens de vous citer, hein, c'est vraiment pas une généralité, hein. Mais au fur et à mesure du temps, les contenus sont quand même de moins en moins horrifiques. Et généralement, en symbolique, ça a tendance à s'appauvrir vraiment au fur et à mesure qu'on vient greffer d'autres éléments à ces films-là, comme des éléments de space opéra, des éléments de films pour enfants ou même des influences de films de gangsters, des choses comme ça qui viennent se mêler. Le studio Toho est vraiment le studio qui a le plus contribué à créer ces créatures qui vont venir et revenir périodiquement déferler sur le Japon. On a Rodan, Mothra, Baran, Ghidorah, Gigan, Edora, Biolante, on en reparlera plus en profondeur après. Mais il y a d'autres studios nippons qui vont très rapidement créer eux aussi leurs monstres. Il y a par exemple la Dai-Ei qui va créer la tortue géante Gamera en 1965. La Nikatsu qui va proposer le film Gappa The Triphibian Monster en 1967. La Shokiku, la même année, le monstre Gilala, qui s'appelle Itoka en VF. La Toei Motion Picture Company qui va créer un dragon pour le film The Magic Serpent aussi en 1966. Donc au Japon, à cette époque-là, il y a vraiment énormément de Kaiju Eiga qui vont fleurir à droite à gauche et qui ne seront pas uniquement des films du studio Toho. D'ailleurs, je dis souvent la Toho, mais c'est le studio Toho, comme on dit la Warner par exemple. À la télévision, ce sont des boîtes comme Nissan Productions qui vont créer aussi du contenu autour des kaiju, avec par exemple la série Monster Marine Kong en 1960, qui met en scène une créature géante amphibie. Il y a aussi Tsuburaya Productions qui vont trouver avec les kaiju des adversaires vraiment redoutables pour leurs super-héros tels que Ultraman, dont on reparlera je pense en fin de podcast. Donc il aura fallu qu'une dizaine d'années seulement pour que le Kaiju Eiga se soit muté vraiment dans un genre national en fait. Le Japon c'est véritablement la terre d'accueil de ces monstres géants. J'avais noté l'exemple en 1961, en fait les Britanniques produisent un Kaiju Eiga local qui s'appelle Gorgo.
qui est réalisé par Eugène Lourier, le Eugène Lourier dont je vous parlais au début du podcast, qui était vraiment le réalisateur qui avait donné envie aux producteurs de Godzilla de se lancer dans la création de Godzilla et du mouvement qui va aller ensuite avec. Et la première de ce film Gorgo, en fait, n'a pas eu lieu à Londres, mais à Tokyo, alors que c'était un film anglais, chose que j'ai trouvé assez surprenante. Du coup, pendant qu'on parle de réalisateur, j'en profite pour parler d'un des pionniers du film de monstres nippon, qui est Ishiro Honda, le réalisateur du premier film Godzilla de 54, donc, qui demeure le réalisateur le plus prolifique, qui compte une quarantaine d'œuvres au total à son actif et qui a réalisé 8 films Godzilla quand même. Après, en fait, rapidement pour faire un point sur Honda, après la guerre, il réalise ses premiers films, dont le film Eagle of the Pacific en 1954, seulement un an avant le film Godzilla, qui est un drame de guerre qui lui permet de collaborer avec Eiji Tsuburaya, qui lui est technicien d'effets spéciaux, qui va être vraiment appelé à devenir, tout comme Honda, une des figures dominantes du kaiju Eiga. Tsuburaya est véritablement considéré à juste titre comme le père du tokusatsu, qui est en fait un terme qui désigne l'art de la conception des effets spéciaux au Japon. C'est le créateur à qui est redevable vraiment une grande partie du succès du premier film Godzilla. C'est lui qui va orchestrer tous les effets spéciaux qui mêlent et trucage optique et maquette jusqu'à sa mort en 1970. Ces effets spéciaux qui lui auront valu une reconnaissance de la profession, parce que dès le premier film Godzilla de 54, il va gagner le Japan Movie Technic Awards. La franchise Godzilla reste encore aujourd'hui l'une des plus longues et plus lucratives franchises vraiment de l'histoire du cinéma. C'est un réel phénomène culturel, composé de 29 films sur 6 décennies. Le triomphe et la longévité de cette franchise Godzilla, qu'on appelle également le roi des monstres, s'explique en grande partie par l'état d'esprit en fait d'un peuple profondément marqué par la guerre et les conséquences de la défaite. Les Japonais ont vraiment amalgamé en Godzilla et ses avatars toutes les peurs de la science mis au service de forces militaires en fait, qui vont pousser à la guerre, à l'emploi de la force dans les conflits entre nations en fait. Pour le réalisateur Ishiro Honda, dont je vous parlais tout à l'heure, Godzilla représente, et je vais le citer, Sincere Protest Against Nuclear Destruction. On constate donc que, dans un premier temps, Godzilla, c'est vraiment un personnage inspiré directement de tout le traumatisme de la guerre du Pacifique, en fait. On peut aussi voir une allégorie de la guerre du Vietnam dans le film War of Gargantuas, également réalisé par Ishiro Honda en 1966. Film dans lequel on retrouve l'acteur de Twin Peaks, Russ Tamblyn d'ailleurs. Il fallait que je case Twin Peaks au moins une fois dans un podcast. Le genre Keijo Eiga compte plusieurs types dont le propos et les thèmes reflètent vraiment de préoccupations et de courants d'opinion qui ont marqué ce Japon d'après-guerre. Après, c'est vrai qu'il y a quand même tout un certain type de Keijo Eiga qui se destine vraiment à un public plus enfantin, comme la première série des films Gamera par exemple. Mais ce sont vraiment les films d'horreur américains des années 30 qui ont influencé la genèse de Godzilla, comme Frankenstein, King Kong, même Dracula. Ces films qui, eux, sont plutôt nés du désespoir causé par la crise économique, en fait. D'ailleurs, parallèlement aux Japonais, durant les années 50, les Américains vont eux aussi produire des films de science-fiction, eux aussi réactionnaires, hein, avec des guillemets. Les monstres géants américains véhiculent les mêmes angoisses liées au nucléaire en fait, comme par exemple le film Them de Gordon Douglas de 54, donc la même année que le film Godzilla, qui met en scène des fourmis géantes qui envahissent Los Angeles, avec à peu près les mêmes techniques d'effets spéciaux, avec des miniatures, des choses comme ça. La première apparition de ces fourmis géantes, qui d'ailleurs se déroule dans le désert du Nouveau-Mexique, là où avait eu lieu la première explosion atomique en juillet 1945.
Et la mutation de ces fourmis géantes qui du coup résulte également des résultats des premiers tests atomiques, en fait exactement comme Godzilla la même année. D'ailleurs, la plupart de ces réveils ou de ces mutations de monstres géants des films américains de cette époque viennent des conséquences des effets atomiques, comme le Rhedosaurus du film Le monstre des temps perdus dont je vous parlais tout à l'heure, la pieuvre de It Come From Beneath the Sea, ou la tarentule du film Tarantula par exemple. Pour revenir sur le cas Godzilla, après l'énorme succès du premier film, le studio Toho va, dès 1955, un an après, mettre en chantier la suite du nom de Godzilla Raids Again. Dès ce deuxième opus, Godzilla va affronter un de ses semblables, en fait, l'ankylosaure Angurius, dont on reparlera beaucoup. C'est un des kaiju qui est vraiment très présent sur les 29 films Godzilla. Angurius, qui est donc le deuxième monstre créé par le studio Toho. L'accueil favorable de ce film de monstre contre monstre permettra au studio Toho d'accepter le projet du producteur américain John Beck de ramener le personnage iconique de King Kong à l'écran. Le premier film King Kong datant de 1933. On a donc à ce moment-là la rencontre du favori japonais d'un côté et du favori américain de l'autre. Le film King Kong vs Godzilla sort donc le 11 août 1962 au Japon, puis ensuite le 26 juin 1963 aux États-Unis, avec toujours Ishiro Honda à la réalisation. Donc c'est pour la première fois, sauf erreur de ma part, une production Kaiju Eiga américano-japonaise en fait. Et vu le thème du podcast et la sortie du film Godzilla vs Kong, je vais me permettre de m'attarder un petit peu plus sur ce film en particulier. Donc ce film King Kong vs Godzilla, c'est le premier film Godzilla tourné en couleur et en cinémascope. Donc au final, on n'a eu que deux films Godzilla en noir et blanc. J'ai l'impression que dans, j'allais dire l'imaginaire collectif, mais il y a plein de gens qui, je pense, je dis peut-être une bêtise, mais j'ai l'impression s'imaginent qu'il y a beaucoup de ces films Godzilla qui sont en noir et blanc, alors qu'il n'y en a eu que deux. Le film a un énorme succès et reste à ce jour un des films de la série Godzilla qui a fait le plus de recettes. À sa sortie japonaise, le film a fait 11,2 millions d'entrées. Il existe deux versions du film, une version japonaise de 97 minutes et une version ricaine de 91 minutes. Alors contrairement à la légende urbaine, je suis tombé sur plein de choses là-dessus sur mes recherches. Il existe qu'une seule et même fin hein, pour les deux montages. Il y avait une légende urbaine pendant des années pré-internet qui imaginait que King Kong gagnait sur une version et Godzilla sur l'autre, mais absolument pas. La fin est vraiment identique sur les deux montages. Le montage français est, lui, une version abrégée du montage ricain. Je vous conseille vraiment la version japonaise. De toute façon, je pense que c'est la version qui maintenant apparaît sur les coffrets. C'est la version standard. La version ricaine a dû être un peu oubliée. Et je dis ça surtout parce qu'en fait, la musique n'est pas la même sur les deux versions. Sur la version japonaise, c'est Akira Ifubuke, qui était déjà compositeur du film Godzilla de 54, qui reviendra sur le film Godzilla King of Monsters par exemple. Alors que sur la version américaine, c'est Peter Zinner, qui est surtout connu comme étant le monteur des films Le Parrain 1 et 2, qui va gérer la musique. Vous voyez, c'est marrant, c'est un monteur, donc il n'est pas du tout dans la musique normalement. Et en fait, qui va reprendre des morceaux issus du catalogue horrifique d'Universal. Tout à l'heure, je vous parlais des films d'horreur américains, et on est vraiment là-dedans. La version américaine réutilise aussi des stock shots du film Prisonnière des Martiens de Honda également pour la scène du torrent d'eau, du tremblement de terre, des drapeaux de l'ONU, des choses comme ça. Dans la version américaine, il y a tout un acteur américain qui resitue dans le contexte et tout, c'est très particulier. Au niveau du style, Shinichi Sekizawa, qui est le scénariste du film, choisit d'orienter ce film vers quelque chose de beaucoup plus comique que les deux films Godzilla précédents. C'est vraiment un film qui va combiner le Kaiju Eiga et le Shojimin Eiga, qui est vraiment un genre de cinéma néo-réaliste japonais qui va s'intéresser à la vie des gens de classe moyenne en fait.
Ichiro Honda préférera plutôt montrer vraiment le pouvoir de la télévision et illustrer le capitalisme de cette société japonaise d'après-guerre. Dans ce film-là, il y a des choses très intéressantes par rapport à ça. Et d'ailleurs, pour resituer un peu le contexte économique et politique japonais de l'époque, je voulais juste préciser rapidement que donc en 1960, 2 ans avant la sortie donc, de ce film King Kong vs Godzilla, il y a le premier ministre japonais Hayato Ikeda qui instaure en fait un plan visant à doubler l'économie du pays. Et donc c'est à ce moment-là que vraiment il y a une nouvelle vague économique et que chaque foyer japonais va s'équiper du dernier cri en matière d'électroménager, d'électronique, etc. On va très vite se retrouver dans une situation de consumérisme outrancier, en fait, exactement comme aux États-Unis, avec la famille atomique, des choses comme ça. C'est à ce moment-là que la télévision au Japon s'invite dans tous les foyers, en fait. Sur ce sujet-là, d'ailleurs, je vous conseille, même si c'est pas du tout un de mes films de kaiju préférés, mais je vous conseille quand même le film Mothra, qui, du coup, dès 1961, va remettre en question tous ces nouveaux acquis, en fait, et ce nouveau mode de vie nippon, avec le fait de pouvoir acheter tout et n'importe quoi, en fait, n'importe quand, et l'afflux massif de la population vers des spectacles plus populaires. On en reparlera tout à l'heure, mais avec le catch, par exemple, à ce moment-là, dans les années 60. Et donc pour revenir sur le film King Kong vs Godzilla, niveau casting, on retrouve Kenji Sahara qui avait déjà joué dans le film Rodan, donc un autre film kaiju de l'univers de Godzilla. Il avait joué aussi dans Prisonnière des Martiens dont je vous parlais tout à l'heure. Au casting, on a aussi Ishiro Harichima, qui est vraiment un acteur comique en vogue à cette époque. Et on retrouve aussi le duo d'acteurs Tadao Takashima et Yu Fujiki, qui avaient l'habitude de jouer ensemble à ce moment-là. Pour ce film, on va également retrouver Eiji Tsuburaya, dont je vous parlais tout à l'heure, aux effets spéciaux. Tsuburaya explique qu'à l'époque, il travaillait sur d'autres projets, mais qu'il a accepté vraiment directement ce film parce que le film King Kong de 1933 l'a permis, lui, de se lancer dans les effets spéciaux. C'est vraiment une de ses plus grandes inspirations. Les effets spéciaux, costumes, maquettes, etc., qui sont quand même vraiment moins, je trouve, novateurs et impressionnants que sur le film Mothra, par exemple, qui était sorti seulement un an avant, en 1961. Parce qu'en fait, le budget de ce film King Kong vs Godzilla va être amputé de près de 200 000 $, dû uniquement à l'obtention des droits de King Kong, en fait, et à l'approbation du RKO Radio Pictures. Donc ces dépenses conséquences vont vraiment provoquer par exemple l'annulation du tournage au Sri Lanka pour la partie sur l'île Faro, et de ces scènes qui sont d'ailleurs finalement retournées sur l'île d'Oshima près de Tokyo. Teizo Toshimitsu et son équipe de costumiers vont recréer carrément un nouveau costume pour Godzilla. Donc on est seulement là sur le troisième film de la franchise et il aura déjà un tout nouveau costume, un tout nouveau visuel qui sera plus flexible et plus maniable, ce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais il va plus se battre au corps à corps avec ce King Kong. Il y avait besoin de plus de mouvement et on a vraiment l'inspiration du catch de l'époque qui vient se greffer à ça. Et c'est Haruo Nakijima qui reprend le rôle de Godzilla sous le costume. Il y a aussi Katsumi Tezuka qui portera le costume. Et pour le personnage de King Kong, c'est Soichi Hirose qui sera dans la peau du personnage. Ce costume de Godzilla rappelle quand même celui de 54 qui est vraiment massif, contrairement à celui du deuxième film par exemple. Par contre, niveau combat, donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment énervé, comme sur le film le précédent, Le Retour de Godzilla. Donc je vous l'expliquais tout à l'heure, ces combats sont vraiment influencés du mouvement Puroretsu, qui est vraiment le catch à la mode à ce moment-là. Il y a des marionnettes qui sont également utilisées pour des plans plus larges. Il y a carrément une vraie pieuvre qui est utilisée pour ce qui est selon moi une des meilleures scènes du film. La scène durant laquelle Kong se bat contre une pieuvre géante. Donc ça c'est une vraie pieuvre. Il y avait même une légende qui disait que pour célébrer la fin du casting, ils avaient mangé la pauvre pieuvre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais avec ses 11,2 millions de tickets lors de sa sortie, le film domine très largement le box-office en août 62.
La version américaine fait également vraiment sensation lors de sa sortie en juin 63. Mais malgré ce triomphe, le studio Toho va laisser King Kong de côté, qui est vraiment beaucoup trop cher, mais va continuer à opposer Godzilla à d'autres monstres. Le film Mothra contre Godzilla sortira donc moins d'un an après, le 29 avril 1964 au Japon. Et donc voilà ce qui est en gros la création et l'introduction du personnage de Godzilla jusqu'à sa rencontre avec King Kong. Je me suis permis de passer que très rapidement sur le deuxième film, Le Retour de Godzilla, et je m'attarderai pas non plus forcément sur le film Mothra contre Godzilla. Je préfère plutôt revenir sur l'ensemble des œuvres de la saga en vous parlant des différentes ères ou era en anglais. Les films de la saga Godzilla sont classés sous trois ères. L'ère Showa de 1954 à 1975, l'ère Heisei de 1984 à 1995, l'ère Millennium de 1999 à 2004 et l'ère Reiwa à partir de 2016. Ces différentes périodes sont également utilisées pour tous les autres kaiju eiga japonais. Tous les films ne sont pas forcément des suites canoniques et beaucoup ont leur propre continuité, mais ça, je reviendrai là-dessus dans le détail après. On reparlera d'ailleurs un peu plus tard quand même très rapidement de la collaboration entre Toho, Warner et Legendary autour du Monsterverse, l'univers cinématographique américain qui, depuis 2014, met en scène Godzilla, King Kong et d'autres monstres du studio Toho. Donc on va commencer avec la Showa Era, l'ère Showa, qui est composée de 15 films de 1954 à 1975, comme je vous le disais. Cette ère est nommée ainsi d'après l'empereur japonais de l'époque, Hirohito, à l'exception de certains films donc, qui sont Godzilla Raids Again, donc, que tout à l'heure j'ai appelé Le Retour de Godzilla, donc, qui est le deuxième film, Mothra vs Godzilla, Destroy All Monsters et Terror of Mecha Godzilla. Les 10 autres films de cette ère sont vraiment intentionnellement plus légers en fait, plus comiques et davantage conçus pour un public plus jeune en fait. Dans ces films-là, Godzilla se transforme quasiment parfois en figure clownesque en fait. On est à la limite du slapstick par moment. Comme je vous le précisais tout à l'heure, on a des combats qui sont vraiment directement inspirés du catch japonais, etc. Donc je vais me permettre de reprendre un peu le listing complet de ces 15 films et de revenir dessus très brièvement. Donc on a le premier film Godzilla de 1954 dont je vous parlais tout à l'heure, réalisé par Ishiro Honda, qui réalise mine de rien 8 de ces 15 films de cette ère Showa, donc celui-ci de 1954. Ensuite, on a donc un an après, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Godzilla Raids Again, le retour de Godzilla en 1955, lui qui n'est pas réalisé par Honda, qui est réalisé par Motoyoshi Oda, parce qu'en fait, à l'époque, Honda ne s'attendait, je pense, pas spécialement à ce que ce premier film fasse un tel succès, et du coup avait des engagements sur d'autres films juste après Godzilla. Donc dans ce second film, on voit l'apparition de Angurius, dont je vous parlais tout à l'heure. Arrive ensuite en 1962, pour la première fois, le film en couleur King Kong vs Godzilla, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, qui là apporte déjà un gros côté quand même comédie de par les personnages humains de l'histoire. Et c'est à partir de ce moment-là où on va quasiment rentrer dans un cycle de un film par an, avec le quatrième film Mothra versus Godzilla, de nouveau réalisé par Honda, qui ramène le personnage de Mothra à l'écran, qui était apparu en 1961. Donc ces 4 premiers films, c'est vraiment les films pour lesquels Godzilla va être représenté comme un vilain en fait, avec le thème commun du nucléaire, Nagasaki, etc.
Et à partir du cinquième film, en 1964 toujours, donc la même année que Mothra versus Godzilla, là on a vraiment l'apparition, entre le cinquième et le quinzième, on a vraiment un Godzilla qui est beaucoup plus représenté comme un héros en fait. C'est vraiment très important je trouve. Et dès ce cinquième film, donc qui s'appelle Ghidorah The Three-Headed Monster, qui est un film qui est aussi, va reprendre un peu le côté plus quand même fun sur la partie humain, comme King Kong versus Godzilla. Et dès ce cinquième film, on a une menace qui vient de l'espace, donc avec le personnage de King Ghidorah que vous avez vu en 2019 très probablement dans le deuxième film américain Godzilla. Donc cette menace qui vient de l'espace et du coup qui va, je trouve, ancrer un peu le personnage de Godzilla dans un symbole nationaliste en fait, qui va vraiment représenter le héros de l'histoire. On a plus ce côté, enfin beaucoup moins le côté anti-nucléaire en fait. Et à partir de ce moment-là, on part vraiment du principe, dans la diégèse de ces histoires, que ces êtres préhistoriques qui ont régné sur la Terre bien avant l'humanité peuvent ressortir comme ça à tout moment. C'est là où on va introduire énormément de kaiju dans les films à venir. Et donc ce personnage de King Ghidorah qui est vraiment très important je trouve dans toute la saga Godzilla, parce que c'est une menace venue de l'espace en fait. Ce cinquième film donc de 64 qui, selon moi et selon aussi pas mal de gens apparemment au vu de mes recherches, marque un peu une trilogie avec le cinquième, sixième et septième. Donc le sixième c'est Invasion of Astro Monster en 65, dans lequel on retrouve King Ghidorah et Rodan, qui est vraiment un film très bizarre, hein, tout simplement. C'est là où vous avez peut-être déjà vu le gif du Godzilla qui fait le hop dance avec les jambes en l'air, vous voyez la danse et tout. On est vraiment dans ce côté toujours un peu comédie, fun, même si c'est quand même des gros monstres qui se foutent sur la tronche. Et ce coup-ci, c'est à partir du sixième peut-être que le côté un peu comique, fun, arrive aussi, non plus que sur les humains, mais aussi sur les monstres, ce qui est assez perturbant, je trouve. C'est aussi à peu près à partir de ce moment-là où, en gros, on va retrouver les kaiju qui ont le plus plu des films précédents dans les films suivants. Donc là, on avait donc sur ce sixième film King Ghidorah et Rodan. Sur le septième film, un an plus tard, qui n'est celui-ci plus réalisé par Ishiro Honda, donc ce septième film du nom de Ebirah Horror of the Deep en 66, qui celui-ci, je trouve, revient un peu plus sur un côté, l'intrigue avec les humains est plus intéressante, je trouve. Dans celui-ci, on va retrouver Mothra, donc qu'on avait vu deux films avant, entre autres, avec d'autres kaiju. Et le septième et huitième film qui sont réalisés cette fois par Jun Fukuda, et qui, pour ces deux films, ne se passeront plus du tout dans des villes avec des bâtiments, mais uniquement sur des îles, ce que je trouve assez intéressant. Alors j'imagine que, j'ai pas forcément creusé, mais je pense que c'est surtout pour des questions budgétaires, mais ça apporte quelque chose d'assez rafraîchissant quand même. Un an plus tard, on a Son of Godzilla en 1967, toujours réalisé par Fukuda, avec l'apparition du personnage de Miniya, le fils de Godzilla, qui est un film que personnellement je recommande pas forcément. Un an plus tard, on a le retour de Ishiro Honda pour deux films, en 68 et en 69. Donc le neuvième film donc, de 68 s'appelle Destroy All Monsters, qui devait originellement être le grand final de cette saga. C'est un film que quand même je recommande, qui est très connu. C'est vraiment le film All-Star, c'est un peu le Avengers de l'époque, où on va retrouver tous les kaiju qu'on avait vus dans les 8 films précédents, King Ghidorah, Rodan, Mothra, Anguirus, Miniya, Varan et encore d'autres. Le deuxième acte est quand même trop lent je trouve, mais le final est vraiment pas mal. On a vraiment tous ces monstres en costume qui sont des prises de catch. C'est la première fois, étrangement, là j'ai redécouvert le film récemment, qu'apparaît à l'écran, et c'est très bizarre, une speak bubble de Godzilla, c'est assez dérangeant. Un an après, on a selon moi, un des plus nuls, un des films de Godzilla les plus nuls qui s'appelle All Monsters Attack, qui est vraiment un film pour enfants, hein, vraiment. On a le retour de Miniya. Et alors apparemment c'était donc toujours réalisé par Honda, et c'était la première fois où Honda, et la seule fois où Honda voulait s'essayer aux effets spéciaux, et je trouve que ça marche pas du tout, je le conseille vraiment pas du tout.
Du coup là pour la première fois on a eu une pause de 2 ans non seulement, avec le 11e film en 1971, Godzilla vs Hedorah, qui du coup, après ce entre guillemets grand final en deuxième film, après ce film pour enfants avec le mini Godzilla en 10e film, là le 11e revient sur quelque chose de plus standard hein, pour la franchise, avec juste un seul ennemi, donc Hedorah, et cette fois non pas le thème du nucléaire, mais le thème de la pollution. Il est classique, mais ma foi plutôt efficace, je trouve. Un an plus tard, en 72, on a le début, le premier volet d'une trilogie de films réalisés de nouveau par John Fukuda, donc, qui vient là pour un troisième, quatrième et cinquième film, qui est une trilogie qui est peut-être plus basée vers l'action quand même, je trouve, avec en 72 le film Godzilla vs Gigan, qui est vraiment le film le plus dark de cette ère, je trouve, dans lequel on retrouve King Ghidorah, Anguirus et donc le kaiju Gigan. Un an plus tard, on a Godzilla vs Megalon, qui est beaucoup moins bon, je trouve. Il y a beaucoup de kaiju sur cette trilogie, parce que sur ce deuxième film, on retrouve Jet Jaguar, Gigan, Anguirus, Rodan et donc Megalon. Et ensuite, un an plus tard, pour clôturer cette petite trilogie, en 1974, on a Godzilla vs Mechagodzilla, avec l'apparition pour la première fois de ce kaiju, avec les guillemets qui vont avec, qui est étrangement le plus sanglant de toute cette ère, dans lequel il y a donc Mechagodzilla, King Caesar et Anguirus. Et enfin, pour clôturer cette ère Showa, en 15e film, on a Terror of Mechagodzilla, qui malheureusement a été un échec cuisant en 1975, avec Ishiro Honda de nouveau à la réalisation, qui sera donc son dernier film Godzilla, qui d'ailleurs après ça ira assister Kurosawa sur ses 5 derniers films en tant qu'assistant réalisateur. Donc voilà pour un bref listing des 15 films de cette ère. On se rend compte qu'au fur et à mesure de ces 15 films, donc le personnage de Godzilla va vraiment se transformer, alors pas que physiquement, mais il va se transformer d'un symbole de terreur avec l'allégorie des effets de la bombe H, etc., à vraiment une figure d'anti-héros sympa qui va quasiment devenir un super-héros anthropomorphique, hein. Limite, je vous conseille, là je peux pas appuyer mon propos d'image, mais je vous conseille sur Google de taper un peu évolution design Godzilla, et vous verrez que sur les 15 premiers films, plus ça va et plus il est moins massif, il fait moins créature, et anthropomorphique c'est peut-être un peu fort comme terme, mais ouais, il y a vraiment ce côté sur les derniers films là dont je vous ai cité, Godzilla versus Hedorah, versus Gigan, versus Megalon, versus Mechagodzilla, il y a ce côté vraiment ouais, super héros anthropomorphique, ouais, quand même. Donc voilà pour la Showa era de 54 à 75. On a ensuite l'ère Heisei, composée de 7 films, donc de 1984 à 1995. Le studio Toho décide donc de rebooter la série après 9 ans, avec le film The Return of Godzilla, qui est en fait une suite du film de 54, mais qui va entièrement ignorer tous les autres films de l'ère Showa. C'est quelque chose qu'on reverra par la suite, hein. Quasiment tous les films prennent en compte celui de 54, mais pas spécifiquement les précédents. Et donc là, les 7 films de l'ère Heisei forment une continuité cohérente. On retrouve les mêmes personnages, les mêmes intrigues, les mêmes technologies, etc. d'un film à l'autre. Et Godzilla redevient ici cette force de la nature destructrice que l'homme va vraiment craindre. Il garde la même apparence physique durant ces 7 films, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour l'ère précédente. Le personnage est vraiment au cœur de l'intrigue en fait sur les films Heisei. Il a beaucoup plus de temps à l'écran, et au niveau de la tonalité, ces films sont plus du tout enfantins en fait. L'ensemble est vraiment plus cohérent ici, je trouve. On peut beaucoup plus facilement enchaîner les 7 films. Le thème de la génétique est abordé ici via des questions autour de la nature scientifique et biologique du personnage de Godzilla. On a pour la première fois à l'écran une naissance concrète avec le personnage de Godzillasaurus.
On retrouve plus du tout l'influence du catch des combats, heureusement. Enfin, ça faisait partie de l'identité hein, vraiment visuelle de la Showa era, mais bon. Ici, il y a par contre beaucoup de combats. Je m'en suis rendu compte là en revisionnant certains de ces films. Il y a vraiment beaucoup de combats au laser, beaucoup. En fait, les questionnements moraux des personnages humains de ces films sont plus ambigus, je trouve. C'est plus intéressant sur ce côté-là. Ils vont reprendre ici les meilleurs kaiju de l'ère Showa. Donc on retrouve Mothra, King Ghidorah, Rodan, Mechagodzilla, qui a d'ailleurs ici vraiment une vraie introduction développée, il a un vrai rapport avec le propos général, il n'est pas juste balancé là-dedans, comme c'est un robot qui est un strict opposé de Godzilla, mais en version mecha. Le fils de Godzilla est aussi vraiment totalement réinventé sur cette ère. On le voit vraiment grandir, évoluer dans les 3 derniers films. Ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Il y a un vrai sens de la tragédie, du drama avec des morts, de kaiju, etc. Je vous en dis pas plus forcément là-dessus. Il y a de nouveaux très bons persos kaiju avec vraiment des pures idées de chara design, je trouve, comme le kaiju Destoroyah ou le Space Godzilla par exemple. Et il y a vraiment une vraie conclusion avec une passation de flambeau qui va bien. Je trouve que ces 7 films forment un tout qui est beaucoup plus cohérent que les 15 de l'ère précédente qui sont, je vous l'expliquais, voilà, des va-et-vient. Un coup on a un film pour enfants, un coup on a un film sanglant, un coup on a une trilogie, un coup, même s'ils s'enchaînent tous, hein, même s'ils sont quand même cohérents l'un après l'autre, mais là, les 7 forment quelque chose de plus concret. Il y a plein de personnages qu'on retrouve de l'un à l'autre, etc. Les effets spéciaux de 6 de ces 7 films sont gérés par Koichi Kawakita. Donc bah pareil, je vais reprendre le listing complet de ces films, si vous le voulez bien. Donc on a d'abord en 1984 le film The Return of Godzilla. Donc on est là sur les 30 ans de la franchise, hein, déjà, mine de rien. On a sur ce film des flashbacks du premier film de 54 via des photos, du coup des photos du premier film hein, carrément dans ce film. En fait, dans ce film-là, Godzilla est déjà connu. Il a un nouveau design vraiment très menaçant, je trouve. C'est un film qui est quand même dark, qui est quand même plus violent. C'est vraiment un film qui est le plus réaliste possible. Il y a une atmosphère via la soundtrack de Reijiro Koroku, que je trouve vraiment chouette. Il y a un vrai aspect politique avec les scènes du Premier ministre à qui le gouvernement russe et américain mettent la pression pour que le Japon utilise l'arme nucléaire alors qu'on est en pleine guerre froide à l'époque. Il y a de vrais bons persos avec le scientifique, le Premier ministre, même si bon, l'histoire d'amour entre les deux jeunes héros est pas terrible, je trouve. Mais c'est un film qui est, je trouve, très très intéressant. J'aime beaucoup The Return of Godzilla. Quelques années plus tard, en 1989, vous verrez que sur cette ère, on n'a plus du tout le rythme effréné de l'ère précédente. En 1989, on a donc le deuxième film Godzilla vs Biolante. Et à l'époque, en fait, ça devait être un peu la mode, parce qu'on retrouve ça aussi sur d'autres choses, comme les comics ou d'autres séries télé, des choses comme ça. Le studio Toho lance un concours pour que les fans, en fait, donnent leurs idées de design. Et du coup, le design de Biolante vient du gagnant du concours de l'époque.
Alors là, par contre, on part sur des trucs assez barjots en termes d'écriture. C'est dans ce film qu'il y a un scientifique qui mélange l'ADN de sa fille décédée avec, si je dis pas de bêtises, l'ADN de Godzilla, mélangé à une rose, ce qui va former le personnage de Biolante. Il y a vraiment beaucoup de personnages dans celui-ci, il y a beaucoup de plots, subplots, il est assez confus, complexe, je trouve. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. On a vraiment le thème du danger de la génétique. Il y a une musique qui est vachement cheesy, romantique, avec la rose, la fille. Les différentes formes du kaiju Biolante sont assez, mine de rien, quand même intéressantes, je trouve. La forme finale est vraiment épique. Et on a déjà le retour du Super X, qui était introduit dans le film précédent, donc au niveau de, je vous disais tout à l'heure, il y a des personnages qui passent d'un film à l'autre, mais aussi du coup ces technologies. Donc là on a le Super X qui était introduit dans le précédent, qui revient là. 2 ans plus tard, on a en 1991 Godzilla versus King Ghidorah. Donc je vous disais tout à l'heure qu'ils avaient repris des kaiju de l'ère Showa. Donc voilà, King Ghidorah qui revient, qui est vraiment un des kaiju fans favorites, je pense. Donc c'est vraiment le rematch depuis donc 72. Alors là, pareil, au niveau écriture, on part sur des trucs assez barrés, je trouve. Si je dis pas de bêtises, c'est pareil, c'est sur mes souvenirs, mais je crois que c'est dans celui-ci où il y a des humains du futur. En fait, on est vraiment dans un film full SF, hein. Il y a même un robot sur des rollers à un moment, bref. Il y a des humains du futur qui viennent prévenir les humains du présent de ce qui va se passer avec les kaiju, etc. Et en fait, le plot du voyage temporel est utilisé pour donner une origin story définitive, avec des guillemets, au personnage. Les effets spéciaux sont vraiment pas mal quand même. Enfin, de mon souvenir, je crois que ça fonctionnait vraiment bien sur ce côté-là. Godzilla et King Ghidorah sont vraiment expressifs. Il y a un mecha, en spoiler, mais bon, je pense que depuis je peux. Il y a un mecha King Ghidorah. C'était Kazuki Omoi à la réal, comme sur le film précédent d'ailleurs. On retrouve vraiment la même patte, je trouve. Il y a une vraie unité entre ces deux films-là. Et ensuite, c'est Takao Okarawa qui va réaliser les 2 films suivants, donc respectivement de 92 et 93. Donc en 92, on a le film Godzilla vs Mothra. Après le succès au box-office du film précédent, le studio Toho décide de faire revenir un autre fan favorite, donc Mothra, après 25 ans d'absence. Ce film Godzilla vs Mothra de 92, qui d'ailleurs à la base était en fait le scénario d'un film solo Mothra, et du coup on a vraiment beaucoup plus le personnage de Mothra en avant que le personnage de Godzilla sur ce film là. On est encore à fond sur l'aspect full SF, alors là peut-être même carrément plus fantastique, fantasy, parce que on a le retour des deux mini femmes fées, et là on repart, peut-être malheureusement, sur un film qui est quand même plus family friendly, alors qui n'est pas un film pour enfants non plus, mais qu'on peut vraiment regarder quand même en famille. Et je pense que c'est le succès au box-office du précédent qui les a fait basculer sur ça. Il y a un nouveau kaiju dans ce film-là qui s'appelle Batra. Et il y a beaucoup d'éléments en fait du premier film Godzilla vs Mothra qui sont repris. Il y a des moments, on dirait quasiment même un remake en fait, tout simplement. Je trouve que Godzilla est vraiment laissé de côté sur ce film, mais le message pro-environnement est quand même plutôt bien amené, je trouve. Après, c'est un film qui est vraiment pas top hein, quand même. Il y a Miki Segusa qui est de retour pour rien, Akira Takiwata qui est pareil, mais c'est un film qui marche encore. Ça devait vraiment bien fonctionner à l'époque parce que c'est le meilleur score au box-office depuis 1962. Du coup, seulement un an après sort Godzilla vs Mechagodzilla 2. Donc on a le retour de 3 persos, Rodan, Mechagodzilla et le fils de Godzilla. Et ça devait être à la base le dernier de cette ère, et finalement ce ne sera pas le cas. On retrouve des éléments de technologie du 3e film avec le mecha King Ghidorah qui est réutilisé cette fois pour créer le mecha Godzilla. J'aime beaucoup toute cette partie-là personnellement. Il y a vraiment le côté force de la nature versus la technologie de l'homme en fait. Rodan est ici quand même hyper classe. Le Mecha Godzilla par contre est peut-être moins classe que la première fois qu'on l'a vu, mais bon, il est mieux introduit je trouve, et c'est surtout le Baby Godzilla qui fonctionne ici vraiment bien. Les personnages sont bien développés, j'aime beaucoup Godzilla vs Mecha Godzilla 2, qui part je trouve moins dans tous les sens sur l'aspect science-fiction, fantasy des films précédents de cette ère.
Donc comme ça fonctionne, on continue, hein. Un an plus tard, 94, Godzilla versus Space Godzilla. C'est un concept qui était né dans les années 70 et qu'ils n'ont pas poussé plus loin. Alors autant j'adore le design du Kaiju Space Godzilla, autant je trouve que c'est un film qui est foutraque au possible. Alors il y avait un délire quand même télékinésique qui était développé dans les films précédents, ou dans le film précédent seulement, je crois pas que c'était déjà présent sur Godzilla vs Mothra. Alors, bref, qui est ici réutilisé pour essayer de contrôler Godzilla. Il y a un délire de trou noir, il y a le baby Godzilla qui est kidnappé, il y a un nouveau robot anti-kaiju encore, qui s'appelle Moguera de souvenir. Il y a les retours des fées du 4e film. Le personnage de Miki Segusa dont je parlais juste avant est ici l'héroïne, parce que je ne m'attarderai pas forcément sur les personnages de cette ère, mais on retrouve vraiment beaucoup de personnages d'un film à l'autre. Et c'est la seule fois en fait sur cette ère que Godzilla est plutôt dépeint comme étant en fait le héros. Il y a le côté père, victime, incompris. J'aime vraiment pas du tout ce film. Il y a même carrément un délire d'espionnage tout au long du 2e acte qui est horrible, qui mène à rien en plus, enfin, qui est vraiment inutile. Un très mauvais Godzilla, je trouve. Et donc un an plus tard, en 95, on a Godzilla versus Destoroyah, qui est vraiment pas mal. Alors déjà par le chara-design de Destoroyah, mais là on a vraiment Godzilla qui souffre tout du long. Il y a vraiment des super moments avec le Godzilla Junior qui boucle la boucle du premier film de 54 avec vraiment tout le délire de nouveau sur la menace nucléaire. Il y a plein d'hommages au film original. On y retrouve des persos ou des descendants de persos du film de 54 d'ailleurs. C'est un film qui part vraiment moins dans tous les sens en fait. Le design de Destoroyah, voilà, j'en reparle encore, mais il y a vraiment plusieurs formes et il y a vraiment des que je le trouve super classe. Il y a des super scènes entre Godzilla et son fils. Du coup, ça clôture cette ère avec une scène vraiment incroyable. J'adore Godzilla vs Destoroyah. Je ne peux que vous conseiller. Et donc, c'est ce film qui vient clôturer ce 2e ère avant d'enchaîner avec le Millennium Era en 1999. On a eu entre les deux, seulement une toute petite parenthèse, le film de Tristar Godzilla de 98, qui était un film américain réalisé par Roland Emmerich, qui a mine de rien bien fonctionné parce qu'on a un budget de 140 millions de dollars pour un retour au box-office de 380 millions de dollars quasiment. Mais c'est un film qui n'a pas du tout plu sur l'aspect, le retour critique, aussi bien aux États-Unis qu'au Japon. D'ailleurs, j'en reparlerai plus tard, mais maintenant, dans le. On va dire pas l'imaginaire commun, mais maintenant c'est acté en fait que ce Godzilla là ne s'appelle pas Godzilla, mais Zilla tout court. On en reparlera plus tard sur le dernier film du Millennium Era de 2004. Donc du coup on va passer en 99 sur l'ère Millennium, composée de 6 films. On est donc en 1999 et le studio Toho va devoir rebooter pour la 2e fois tout son univers suite à l'échec critique cuisant de ce Godzilla de 1998. Et du coup, sur cette ère Millennium, on a des films anthologiques. C'est que des films stand-alone avec seulement le film de 54 comme point de référence, sauf pour les 2 films Godzilla Against Mechagodzilla et Godzilla Tokyo SOS de 2002 et 2003. Mais sinon, c'est tous des films stand-alone. Et à l'inverse des ères Showa et Heisei, ici les effets spéciaux sont donnés à plusieurs boîtes responsables spécialisées en fait. On attaque donc avec le premier de ces 6 films qui est le film Godzilla 2000 Millennium en 1999. C'est un film dans lequel il y a une météorite géante qui sort de l'eau. Il y a 2 organisations rivales, donc une organisation pro-Godzilla, une organisation anti-Godzilla. C'est un film qui va quand même assez loin dans le délire scientifique, qui explique le fait que Godzilla puisse se régénérer, par exemple. Mais bon, la partie extraterrestre, je la trouve vraiment nulle avec cette météorite. Les effets spéciaux ont quand même vraiment très mal vieilli sur certains passages, là où c'était pas le cas sur l'ère précédente, je trouve. Il y a un nouveau kaiju qui s'appelle Orga, qui est vraiment un des moins bons kaiju, je trouve. Le design du Godzilla, du coup, est encore une fois réinventé. Il est plus aussi
bulky. Il a vraiment le visage trop figé, je trouve. C'est un film qui est vraiment mineur et qui du coup n'a pas marché. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite et qu'ils ont opté pour proposer un film qui du coup n'a rien à voir un an seulement après. Qui est donc en 2000 le film Godzilla vs Megaguirus, qui est réalisé par, c'est assez intéressant je trouve, ils ont ramené Masaaki Tezuka, qui était l'assistant réalisateur de beaucoup de films de l'ère Heisei. Donc sur ce film, il y a le Japon qui crée une espèce de lance mini trou noir depuis l'espace pour essayer de contrer Godzilla, qui est ici encore une fois dépeint comme étant vraiment une menace, hein. Là je vous le répète, mais par exemple sur un film comme celui-là, on prend en compte le fait qu'il n'y ait que le film Godzilla de 1954 comme point de référence. Donc on imagine que c'est juste une suite en fait. Sauf que cette espèce de lance mini trou noir va créer des mini dragons préhistoriques qui forment des essaims, hein. Ouais, on est à fond là-dedans, qui s'appellent de mémoire les Meganucleus et qui vont attaquer Godzilla ou quelque chose comme ça, je suis plus trop sûr du terme, je suis désolé, qui vont attaquer Godzilla pour lui voler son énergie pour leur reine qui s'appelle du coup Megaguirus, quelque chose comme ça, je suis désolé. Il y a vraiment tout le délire symbole des abeilles autour de ça. Bon, par contre, c'est un film qui fait vraiment déjà vu, c'est vraiment pantouflard dans sa structure, dans la façon dont la menace arrive. Alors, il n'y avait pas encore le délire trou noir, etc., mais on repart dans des délires qui vont très très loin au niveau SF. Et en fait, je trouve qu'ils feront rien. Je m'étends peut-être un peu sur celui-ci, parce que je l'ai revu là très récemment pour vous en parler. Je l'ai découvert très récemment pour vous en parler. En fait, je trouve qu'ils font vraiment rien du délire trou noir, et c'est vraiment dommage. C'est un peu un raté. Je pense à Cloverfield Paradox, du coup, dans ce délire de dommage par rapport au trou noir. Mais il y avait quelque chose à faire, je trouve. Au niveau des persos, je vous parlais d'un film pantouflard. Au niveau des persos, on a toujours les mêmes tropes. On a la militaire qui en veut à Godzilla d'avoir tué son supérieur, on a un nerd, on a une scientifique, on a le politicien à la tête de l'organisation anti-Godzilla, on a le gamin qui va découvrir tout ça avant tout le monde, gamin qu'on voit plus dans le reste du film. C'est le même design pour Godzilla que le film précédent, mais c'est un film qui semble, donc de 2000, et qui me semble être beaucoup plus... Alors c'est peut-être pour des raisons de budget j'imagine, mais on a l'impression qu'il est beaucoup plus vieux que le film Godzilla de 98, qui a lui aussi mal vieilli en fait. Par contre la musique est pas trop mal sur ce film Godzilla versus Megaguirus. On a un an seulement après le film, accrochez-vous bien pour le titre, Godzilla, Mothra and King Ghidorah, 2 points, Giant Monsters All Out Attack, donc de 2001, que les fans appellent GMK, comme Godzilla, Mothra, King Ghidorah. Donc le film précédent a été un échec aussi, hein. Et là, celui-ci, je trouve, est vraiment un très bon film seulement un an après. On relance encore, hein. Je vous parlais tout à l'heure de film Standalone. Il y a vraiment des super scènes d'action entre les monstres. On retrouve le côté légende urbaine, vieux manuscrits, toutes ces choses-là, recherche au départ, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a vraiment eu des kaiju ou pas, qui est un élément qui a été repris un petit peu dans le film Godzilla 2 de Riquin de 2019. Et du coup, ça place un peu ce film-là de façon assez étrange dans le, mais très intéressant, je trouve, dans le canon. On a l'impression que, donc, alors, dans ce film-là, le film de 54 existe assez produit, mais pour autant, on a l'impression qu'il y aurait peut-être d'autres films des ères précédentes, surtout de l'ère Showa, qui se seraient peut-être quand même produits. Enfin, c'est pas très important, mais je trouve ça très intéressant quand même. On a le retour du kaiju Baragon, qui était apparu seulement dans le film Frankenstein versus Baragon en 1965. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne me suis pas attardé sur les autres films kaiju qui ne sont pas des films Godzilla du studio Toho. Là, on est plus sur quelque chose de quand même plus fantasy que SF pur, je trouve. Mais on sent en fait, quand on enchaîne ces différents films du Millennium Era, on sent que la franchise se cherche en fait. Il y a des films où on part à fond dans la SF, je vous l'ai dit tout à l'heure, un lance mini trou noir machin, et juste après on oublie carrément tout le côté science-fiction pour revenir comme sur Fici à quelque chose de beaucoup moins science-fiction. On sent que là ils essayent de nouvelles choses. La mise en scène sur celui-ci est très efficace, je trouve. Le nouveau design de Godzilla est assez flippant avec les yeux blancs comme ça. Il est vraiment plus brutal en plus, même si je trouve que dans les mouvements et tout, il est un peu plus mal incarné, je trouve, pardon.
Au final, Baragon n'est pas dans le titre, dans ce très long titre, mais c'est quand même un super perso de l'histoire, et le combat Baragon versus Godzilla dans ce film, je trouve génial. C'est un de mes combats de kaiju préférés. Il y a Mothra qui a un nouveau design aussi, mais malheureusement, alors même si lui il a une grande place dans le titre, le personnage de King Ghidorah fonctionne pas vraiment, je trouve. Tout à l'heure, je vous parlais du film Godzilla de 2019, et en fait, ce film-là s'inspire aussi pas mal de celui-ci, parce que il y a certains effets de move et tout, du King Ghidorah et de Mothra qui ont été juste inspirés de celui-ci, vraiment inspirés de celui-ci, en fait. Je m'en suis rendu compte que là, très récemment. Les personnages humains sont simples mais efficaces quand même, je trouve. Il y a une reporter qui du coup idéologiquement va s'affronter contre son père militaire. Après, la fin est un peu décevante quand même, mais c'est un très très bon film Godzilla, je trouve, vraiment. Et donc, un an plus tard, on a en 2002 le film Godzilla Against Mechagodzilla. Le film sort en 2002, mais il se passe en 1999, donc 45 ans après le tout premier film Godzilla. On a ici en fait les plus grands scientifiques du monde qui se retrouvent pour concevoir une arme anti-Godzilla à partir du squelette du premier Godzilla de 54. Je trouve que c'est un film qui ressemble beaucoup trop au film Godzilla versus Megaguirus. C'est d'ailleurs le même compositeur, et c'est peut-être cette patte-là qui me fait dire ça, ou même dans le découpage, l'intrigue, etc. Le Mechagodzilla est ici vraiment bien pensé, je trouve, encore une fois. Bon, c'est peut-être parce que c'est un personnage que j'aime bien, hein, mais le combat final, je trouve vraiment génial. On retrouve deux des vétérans de la franchise au niveau des personnages en caméo dans celui-ci. Les effets spéciaux sont vraiment au top. Là, pour le coup, ça a vraiment pas mal vieilli. Il n'est pas hyper original comme film, mais je trouve très efficace quand même. Un an plus tard encore, on a, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est ces deux films-là, celui de 2002 et de 2003, qui eux vont pour la seule et unique fois, l'exception qui confirme la règle dans cette ère Millennium, se suivre. On a donc en 2003 le film Godzilla 2. Tokyo SOS, donc la suite directe du précédent. On a gardé exactement la même équipe créative, il me semble même qu'ils ont enchaîné quasiment les tournages, en fait, on a exactement les mêmes personnes derrière la caméra, donc le même réalisateur, hein. Donc c'était Masaaki Tezuka. Donc là, si le précédent c'était vraiment une suite du film de 54, ce film-là, Godzilla Tokyo SOS, c'est un peu une suite du film Mothra original en fait. Du coup, on a Godzilla contre Mechagodzilla contre Mothra, alors c'est pas dans celui-ci. Donc il y a le retour des fées qui accompagnent Mothra, qui veulent qu'en fait ici, elles veulent que le squelette du Godzilla original soit rendu en fait. Il y a beaucoup de combats dans celui-là, il y a des super scènes d'action je trouve, mais les persos sont pas intéressants tout simplement. Et on a le retour de beaucoup d'acteurs slash personnages du coup du film Mothra de 61. Alors c'est un film qui a pas du tout marché au box-office. Et du coup, un an encore seulement après, on a le film Godzilla 2. Final War pour les 50 ans du premier film. Donc là, pour cette espèce de film anniversaire qui va marquer si vous avez suivi, là on en est au 6e film de ce Millennium Era, donc qui marquera le final de cette ère. Ils ont vraiment mis un très très gros budget. En fait, ce film, alors on va peut-être en parler un peu plus, mais s'attarder un peu plus sur celui-ci. Donc c'est le 28e film, hein. C'est un film que j'aime vraiment pas du tout, et qui est pourtant, ça c'est intéressant d'en discuter avec des gens, mais qui est pourtant vraiment apprécié apparemment. En fait, ce film part du principe que dans leur monde, en fait, ils sont fréquemment attaqués par des monstres, d'ailleurs pas que au Japon, mais partout dans le monde. Du coup, alors c'est vraiment un film du futur, hein. Euh, du coup, il y a des mutants, en fait. Il y a une équipe avec des mutants dedans, des hommes enhanced, qui protègent le monde. Et en fait, il y a des extraterrestres qui arrivent, qui s'appellent les Xiliens, qui arrivent après, en fait, juste après une attaque coordonnée, enfin quasiment coordonnée de kaiju, d'un seul coup partout dans le monde. Et en fait, ces extraterrestres, donc qui ont une forme humaine, hein, qui ont juste des déguisements du futur, ces extraterrestres arrivent et font disparaître tous ces monstres géants pour en fait s'en servir plus tard. Alors ils arrivent d'abord en tant que bienfaiteurs, mais en fait on se rend compte très rapidement que en fait ils sont là pour conquérir la Terre et vont réutiliser ces kaiju contre la Terre.
Et donc il va falloir que les hommes aillent libérer Godzilla de sa prison de glace. Et c'est vraiment le film de l'excès, hein. C'est le film sur lequel il y a le plus de kaiju à l'écran. Il y a énorme. Alors, il est généreux par contre, hein, du coup, ça en plus, comme il y a un gros budget, voilà. Mais il est vraiment fatigant. C'est que de l'absurde, hein. C'est vraiment. Moi, je trouve. Enfin, je vais lâcher le mot, mais pour moi, c'est vraiment un nanar. Il y a vraiment trop de kaiju, parce que du coup, il y en a qu'on voit que quelques secondes littéralement à l'écran. Rodan, Mothra, King Caesar, Angurius. Il y a même le retour de Miniya. Alors là, je comprends pas du tout pourquoi il faut ramener le premier fils de Godzilla là-dedans. C'est un film qui est censé marcher à fond sur la nostalgie, les easter eggs et tout, mais je trouve que ça fonctionne personnellement pas du tout, du tout, du tout. Et il y a même une scène incroyable avec le retour du Zilla, donc le Godzilla dont je vous parlais tout à l'heure de 98, sur une scène avec du Sum 41. On est dans le YOLO total. Et en fait, Godzilla fout des roustes à tous ces kaiju en un rien de temps. Il y en a, il leur met juste des claques, il leur fait des prises de catch et c'est tout. Là, par exemple, dans cette scène contre le Zilla de 98, il l'attrape par le cul, le fait tournoyer, pardon, et je rigole tout seul, et il le balance en l'air, c'est d'un ridicule pas possible. Et au final, c'était censé être un film un peu, je pense quand même, hommage au film de 68 Destroy All Monsters, dont je vous parlais tout à l'heure, qui devait originellement être le grand final de la saga, mais il part dans tous les sens. Il y a tout un délire dans les costumes et dans le côté de mutants versus extraterrestres. Il y a une grosse vibe Matrix pas assumée. Il y a des combats en moto avec des mecs qui se tirent dessus au ralenti. Il y a un colonel, caporal, je sais plus, il y a un haut gradé militaire joué par un acteur américain à moustache qui sort un sabre à la fin. Enfin, c'est incroyable. Quelque part, faut le voir hein, parce que c'est quand même un film à voir entre potes avec des bières, j'imagine, je ne sais pas, mais donc voilà. Grandiose ou pas, je ne sais pas, mais ce serait intéressant de creuser peut-être un peu pourquoi. J'aimerais bien discuter avec des gens qui aiment ce film. N'hésitez pas à venir me voir, mais donc voilà, c'est le dernier film qui utilise du coup des costumes en latex pour ces monstres. On n'en aura plus du tout après ça. Sur ce film-là, on retrouve du coup plusieurs acteurs, anciens acteurs de longue date. On retrouve Akira Takarada qui jouait dans le tout premier film. Mais bon, par contre, c'est un énorme échec commercial, parce que je pense qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre sur le côté budget, même si c'est quand même un vrai succès critique au Japon, apparemment, hein. Et du coup, c'est à ce moment-là que le studio Toho décide, via une annonce officielle, de ne plus sortir de film Godzilla pendant 10 ans. Avant de passer à l'ère suivante, je vais me permettre une petite parenthèse, parler très rapidement du film américain Godzilla de 2014 de Gareth Edwards. C'est un peu une petite parenthèse comme tout à l'heure avec le film de 98 juste avant l'ère Millennium, et donc là pareil, une petite parenthèse avec le film de 2014 avant l'ère Reiwa. Alors cette fois, c'est pas un film Tristar, c'est un film Legendary Pictures qui ont obtenu les droits en 2009 et qui ont annoncé ce film Godzilla en 2010. C'est un film qui est coproduit par Warner Bros. C'est un film qui donc sortira en 2014. Les retours critiques sont quand même majoritairement plutôt positifs. Et le film a un vrai succès commercial. On était sur 160 millions de dollars de budget pour un retour au box-office à 530 millions de dollars. Et donc ce qui permettra à Legendary de lancer des suites dans un univers cinéma partagé, donc avec le Godzilla King of the Monsters de 2019, puis le film Godzilla vs Kong en 2021, avec le spin-off entre guillemets Kong en 2017, ce qui permettra au studio Toho de lui-même relancer sa franchise via un reboot qui lancera l'ère actuelle. On est encore aujourd'hui donc sur l'ère Reiwa, donc a commencé en 2016 avec le film Shin Godzilla. Donc en décembre 2014, le studio Toho annonce son film reboot co-réalisé par Hideaki Anno et Shinji Higuchi, qui ont tous les deux collaboré sur l'animé Neon Genesis Evangelion, que vous devez connaître je pense. Sur ce film, on a Anno à l'écriture et Higuchi qui est plus sur le côté effets spéciaux. Shin Godzilla donc sort au Japon en juillet 2016 et aux USA en octobre 2016. En France, je crois que c'était décembre 2017, quelque chose comme ça. C'est un vrai succès et critique et commercial. L'équivalent en dollars, c'est on avait en budget 15 millions de dollars et retour box-office 78 millions de dollars.
Et je vous avoue qu'en fait, même si je suis fan de Godzilla depuis mon enfance, j'ai grandi avec le film de 98, j'adore ces films-là. Je n'ai découvert ce film Shin Godzilla que il y a à peu près 1 an maintenant, et c'est vraiment ce film-là qui, moi, m'a permis de me replonger dans tout cet univers, à découvrir des films que je n'avais pas vus, les 30, à peu près 30 films, je n'avais pas tous vus, donc de les découvrir depuis. Shin Godzilla, qui est un film que je trouve vraiment incroyable, je pense que je vais peut-être un petit peu m'attarder dessus. C'est un film qui mériterait vraiment un podcast à part entière, avec des gens qui s'y connaissent même mieux que moi. Donc c'est un film stand-alone qui prend pas du tout en compte le fait qu'il y ait déjà eu un Godzilla. Donc cette fois, on prend pas en compte le fait qu'il y ait eu le Godzilla de 54 dans la diégèse de l'histoire du film. On a vraiment un design de Godzilla qui est réinventé, qui est plus gros, plus imposant. C'est un film qui avait gagné au Japanese Academy Award, qui avait gagné entre autres, je crois, mais c'est sûr, le titre du meilleur réal et du meilleur film. C'est un film qui est vraiment unique, je trouve. C'est un film qui est vraiment important. Pour moi, c'est peut-être le meilleur film Godzilla avec le film de 54. Mais le film de 54 qui, voilà, est en noir et blanc, c'est peut-être plus aussi regardable, entre guillemets, avec des gros guillemets. Moi, ça me dérange absolument pas, mais je sais qu'il y a des gens que ça embête, ce côté-là. Dans sa structure et dans son concept, c'est quand même quasiment un remake du premier, en fait, mais avec un contexte moderne. C'est vraiment ça le plus important. Ce que la plupart des films précédents n'ont pas réussi à faire, avec le Millennium Era par exemple, c'est raconter quelque chose du présent avec ce concept de Godzilla du passé, en fait. On a vraiment ici l'incompétence du gouvernement, le côté anxiété vis-à-vis du nucléaire et des catastrophes naturelles. Alors cette fois, c'est pas Hiroshima et Nagasaki. En fait, c'est vraiment les traumas du tremblement de terre de 2011, plus l'incident nucléaire de Fukushima. Il y a carrément des scènes miroirs où en fait ils ont repris les scènes des trompes d'eau qui arrivaient sur la ville, et ils y ont ajouté juste le Godzilla par-dessus sur sa première forme. Pareil pour l'incident nucléaire de Fukushima, il y a des scènes à la fin du film qui sont repris de vraies scènes, de vrais incidents en fait. On a ici le point de vue du gouvernement et des hommes politiques qui n'arrivent pas à répondre face à ces catastrophes naturelles en fait. C'est le film Godzilla le plus politique, hein, clairement. Il y a beaucoup beaucoup de personnages. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est le travail d'équipe des scientifiques qui va réussir à les sauver. Sans avoir besoin d'armes ou de supérieurs hiérarchiques, politiques, etc. Il y a de l'humour dans celui-ci, mais c'est très très bien dosé, je trouve. C'est plus de l'humour de contexte en fait. C'est un film qui est super violent, hein, qui est vraiment brutal. C'est pas du tout de la comédie, mais il y a quelques petites doses d'humour très très bien gérées, je trouve. Il est assez dur à regarder quand même, je trouve, hein. La première forme de Godzilla, je la trouve vraiment super. Les effets spéciaux marchent hyper bien. En plus, ils ont pris le parti pris très intéressant, je trouve, de proposer un Godzilla qui est quand même assez statique. En fait, il se déplace pas hyper vite et tout. Et du coup, il y a des scènes qui sont hyper imposantes, qui font peur, en fait, tout simplement, qui sont filmées de loin, avec le Godzilla qui bouge quasiment pas au milieu de la ville en train de détruire des choses. Et on a ce plan d'ensemble qui fait super flipper. Et je trouve que c'est une super idée d'avoir choisi un Godzilla aussi mastoc, en fait, tout simplement. La musique est hyper efficace. Le compositeur avait aussi bossé pardon, sur Neon Genesis. C'est le film qui est le plus ancré dans le réel, en fait, je trouve. On a par exemple les différentes phases vagues d'attaque militaire, en parallèle des décisions politiques, en parallèle de la population qui est obligée d'évacuer. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit peut-être pas assez. On le voyait dans le film de 54, pourtant. Des gens qui voyaient leur maison détruite, et on les suivait en train d'essayer de s'échapper dans les décombres, etc. Je vous parlais tout à l'heure du design, mais c'est vraiment le Godzilla le plus flippant, hein. Il est vraiment, il a une queue extrêmement longue, il a des tout petits bras inutiles en plus. La texture de la peau, il y a un vrai truc qui marche d'enfer par rapport à ça, la couleur. Il y a un vrai côté radiation dans le personnage, je trouve. On a l'impression qu'il sointe limite. Et il a le même visage que la même tête que celui de 54. Il a les mêmes yeux, regards inexpressifs et du coup hyper flippants, sans avoir besoin des yeux blancs qu'avait été utilisé, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur certains autres films.
Les rayons nucléaires ont aussi évolué ce coup-ci, ils sont violets et ils sortent pas que de sa gueule, ils sortent vraiment de tout son corps. Ça c'est un risque créatif que je trouve super intéressant aussi. Le montage est vraiment incisif, tout va quand même vachement vite, il y a beaucoup d'informations à l'écran, ça parle beaucoup, ça parle vite. On manque peut-être d'attache au perso, parce qu'il y a tellement de personnages qu'en fait on n'a pas le temps de s'attacher à eux. C'est peut-être un des points négatifs du film, mais d'un autre côté ça marche très très bien comme ça, et c'est un parti pris qui est totalement assumé, c'est pas quelque chose de loupé, hein. Et il y a le côté mondial que j'aime beaucoup dans le fait que ça se passe au Japon, mais en fait c'est quelque chose qu'on voit que très peu dans les autres films, c'est que là il y a vraiment tout un côté politique où ils vont voir des Américains, il y a tout le côté, ben ouais, si il arrive à détruire le Japon, à se balader, si nous n'arrive pas à le stopper, il va arriver ailleurs et ça va partir, ça va venir vous emmerder vous aussi en fait. Tout ce côté politique là je trouve très très intéressant. On le voyait, je vous l'expliquais tout à l'heure dans le film de 84, je crois déjà, ce truc-là, et c'est quelque chose qu'on a perdu depuis, et qui revient sur ce film de 2016, et que moi j'adorais vraiment. La fin, quasiment douce amère, est vraiment magnifique, le dernier plan me hante encore aujourd'hui, vraiment. Il y a vraiment beaucoup de respect pour le film de 54 dans celui-ci. On a le même carton de titre, par exemple, il y a plein de choses comme ça. Pour moi, c'est pas juste, alors je vais peut-être un peu, là vous devez sentir que je suis un peu, voilà, excité, emballé par le truc, mais pour moi c'est pas juste un très bon film de kaiju, c'est un très bon film tout court, même si on n'aime pas du tout ce genre-là, ça raconte vraiment plein de choses. C'est un film qui a su prouver que le personnage de Godzilla est encore pertinent plus de 50 ans et plus de 30 films après sa création en fait, je trouve. Voilà, pour Shin Godzilla, je pourrais m'attarder encore beaucoup dessus, mais je pense que je vous l'ai déjà quand même plutôt bien vendu là, enfin j'espère. Donc voilà, ça c'était le Shin Godzilla de 2016, donc le 29e film, les derniers films Godzilla sortis par la Toho. On a eu ensuite une petite parenthèse, alors là je ne m'attarderai pas du tout dessus parce que c'est animé, mais il y a une trilogie animée Netflix, avec un premier film qui s'appelle Godzilla Planet of the Monsters en novembre 2017, un second film Godzilla City on the Edge of Battle en mai 2018, et un troisième et dernier film Godzilla The Planet Eater en novembre 2018, qui forment une trilogie. Et au vu du succès de ce film Shin Godzilla, en mai 2018, il y a Keiji Ota, donc, qui est responsable de tout ce pan kaiju du studio Toho, qui annonce non pas une suite du film, mais des plans pour ce qu'il appelle un World of Godzilla, qui est un univers partagé entre Godzilla et d'autres monstres du studio Toho. Il avait parlé à ce moment-là du retour potentiel du personnage de Mechagodzilla et ou de Jet Jaguar. Et on a un film Shin Ultraman qui était annoncé pour 2021, je ne sais pas du tout où ça en est, et je pense que ça a été retardé. De nouveau réalisé par l'équipe de Shin Godzilla, donc on a Iguchi à la réal et on a Anno à l'écriture et à la production, il me semble, sur ce Shin Ultraman. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, ce qui sera peut-être pour moi l'occasion d'en découvrir plus sur l'univers d'Ultraman par la même occasion. Donc voilà, c'était mon retour sur l'ensemble des films Godzilla japonais. J'ai essayé de faire au plus précis, mais à la fois au plus rapide. J'aurais pu m'attarder beaucoup plus sur certains de ces films, mais je préférais vraiment reprendre le listing complet des 29 films et revenir sur chacun d'entre eux pour essayer de vous donner un ordre d'idée, des choses peut-être à voir ou à ne pas voir, en espérant que ça ait pu vous intéresser, parce que je sais que maintenant il y a beaucoup de gens qui ont vu les films américains mais qui ne s'intéressent pas spécialement à ces films japonais. Je pense qu'on reviendra plus sur les films récents américains lors de notre prochain podcast, en attendant donc le 31 mars, la sortie de Godzilla vs Kong. Bah, merci beaucoup, et n'hésitez pas à me faire des retours, hein, que ce soit sur mon Twitter ou en commentaire ou quoi que ce soit, et merci encore Manu de m'avoir fait confiance là-dessus. Au revoir. This is our only chance. We have to take it. We need Kong. The world needs him to stop what's coming. And this child
She's the only one he'll communicate with. I knew that they had a bond. She had nowhere to go, so I made a promise to protect her. And I think that in some way, Kong did the same.